Merci de votre fidélité accordée à ce canal Congo Télévision, mais aussi à la Radio Liberté Kinshasa. Bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine, votre émission Parlons Justice, bien entendu. Nous allons parler de la peine de mort en République démocratique du Congo. Vous le savez certainement que le moratoire qui avait suspendu l'exécution ou la mise en exécution de cette peine a été justement levé. Et depuis lors, le débat c'est autour de cette opération Zéro Kuluna Ndobo menée par le ministre de la Justice, bien entendu en collaboration avec le ministre de l'Intérieur. On va essayer d'en parler en long et à large et bien entendu évoquer l'aspect technique des choses. Vous savez que beaucoup de gens parlent. Nous avons préféré aborder cette question avec un technicien ce soir, bien entendu. Il s'agit de Maître Cédric Kabeya. Il est analyste politique indépendant. Maître Cédric Kabeya, merci d'être venu sur ce plateau de Parlons Justice. Merci beaucoup, M. Bonheur. Je vous remercie pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs et auditeurs de CCTV Ralik. Et ça fait vraiment un bon moment, un peu indisponible, mais merci de m'avoir encore une fois de plus invité sur votre plateau. Au nom de toute l'équipe, bien entendu, de Parlons Justice, nous vous présentons nos vœux le meilleur pour cette nouvelle année. C'est aussi les premiers numéros de l'émission que nous produisons ensemble. Vraiment, merci. Parce qu'il y en a tant en archive d'ailleurs, si c'est Ralik officiel. À un moment donné, j'étais en train de revisualiser les images. Je me suis dit qu'on a quand même beaucoup travaillé, on a enregistré beaucoup et nous faisons notre part, bien entendu. Merci beaucoup. Meilleurs vœux aussi à vous et à toute l'équipe. Merci. Alors, on va aborder la toute première question. C'est d'abord un peu comme je dis, le sujet principal, c'est par rapport à l'exécution de Kuluna. La peine de mort relance le débat sur l'insécurité et les dérives judiciaires. Beaucoup de gens parlent de rater des enquêtes en RDC. J'aimerais que vous puissiez d'abord donner votre point de vue, un peu comme nous le faisons. On va aborder cette problématique. J'aimerais d'abord que vous donniez votre point de vue sur la santé de la démocratie congolaise, de façon globale. Voilà, cet exercice habitué à cela. La santé de la démocratie, je dirais, il y a quand même des avancées. Il y a quand même des avancées, assez d'avancées, je peux dire, par rapport à hier, puisque aujourd'hui, au moins, nous pouvons quand même voir ces opposants qui ne sont plus traqués comme à l'époque. Au moins la liberté d'expression est quand même largement, je ne peux pas dire totalement, mais largement acceptée. Parce que aujourd'hui, là, vous verrez que même sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télé, les gens, quand même, ont cette liberté-là de dénonciation. Parce que vous savez, beaucoup de cas aussi, beaucoup de tout ce bruit des détournements que nous avons, c'est parce que aujourd'hui les Congolais ont cette liberté-là de dénoncer quand même tout ce qui s'est fait à gauche et à droite, et de moins en moins les gens sont traqués face à toutes ces dénonciations, la chose qui n'était pas le cas hier. Bien qu'il y a une certaine classe, voilà, que beaucoup qualifient de protéger. Non, la question de la démocratie, de l'évolution de la démocratie et de protéger, c'est deux choses différentes. Mais ça implique toujours, dans le cadre de l'égalité de tous devant la loi, et c'est la démocratie aussi. Oui, effectivement, mais quand nous parlons de la démocratie, nous voyons aussi cette liberté-là du Congolais de pouvoir suivre l'évolution de son pays, de pouvoir se mouvoir, s'intéresse de plus en plus maintenant à la vie politique. Il y a plus ces mamans-là qui disent aux enfants que parce que de moins en moins cette peur-là quitte les Congolais, et le Congolais, lorsqu'il sent qu'il doit dénoncer, il doit dire, nous voyons des vidéos. Mais bien que beaucoup aussi sont arrêtés, on va dire un mot par rapport à cette grâce accordée récemment par l'État. Oui, ceux qui sont arrêtés, vous direz beaucoup, mais moi je dirais qu'ils sont peu par rapport à hier. Parce que lorsqu'on parle de l'évolution, cela veut dire nous quittons un point A vers un point B. Et si aujourd'hui, on se dit qu'on doit citer les prisonniers qui
les prisonniers politiques, entre guillemets, parce qu'il y en a qui ont commis des faits infractionnels de droit commun, qui se recalent en prisonniers politiques. Mais si on se met à citer, on n'arrivera pas au-delà de 5. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand même, on peut se dire qu'il y a des avancées. Mais malgré ça, il y a toujours certaines bavures, certains cas que nous déplorons et dont nous demandons à l'autorité de pouvoir vraiment être très regardant pour éradiquer un peu certains faits. Vous savez, lorsque on peut beaucoup plus marteler sur les Koulouna et puis leur faire pression. On va y revenir parce qu'il y a même cette initiative du ministre de la Justice qui envisage que la peine de mort puisse être appliquée également à tous ces bandits en cravate. On va y arriver. Mais entre-temps, parce que vous parlez justement de la liberté d'expression, comme vous l'avez dit, peut-on considérer que le chef de l'État, à travers les mesures prises par lui récemment, bien que vous allez peut-être encore nous aider à comprendre sa mise en œuvre, le ministre a dit que ça ne va pas traîner, mais là, aucune annonce sur ce qu'il a fait à propos de cela. Mais est-ce que ça va dans le cadre de la décrispation du climat politique qui semblait à un moment donné être crispé de plus en plus au regard des dénonciations faites de part et d'autre, par l'opposition notamment? Oui, effectivement, vous savez, lorsque on est chef de l'État, on est garant de la nation et on est père de tout le monde. On ne va pas dire que parce qu'il y a un tel qui est en prison, mes pouvoirs qui me sont dévolus, je ne veux pas l'exécuter. Vous voyez, le président de la République, comme d'habitude, chaque année, a sorti son ordonnance. Comme la loi lui confère ce pouvoir, et il a sorti son ordonnance, l'ordonnance portant grâce présidentielle. Maintenant, dans l'exécution, certes... Je vais d'abord dire que c'est là sur le plan politique, vous allez revenir sur cet aspect que vous voulez évoquer, technique relatif à son exécution ou à sa mise en œuvre. Je m'interrogeais un peu comme M. Landa. Est-ce que le chef d'État avait compris quelque part que le climat politique était crispé, qu'il fallait essayer essayer d'atténuer la tension? Voilà, en fait, c'est comme ça que j'étais en train d'avancer d'abord sur le premier aspect, pour arriver sur l'aspect politique, pour dire en réalité, moi je ne vois pas cette grâce politique comme cette grâce présidentielle en train de viser une ou deux personnes. Non. C'est juste que ces personnes-là se retrouvent dans les conditions. Parce que même aujourd'hui, si et seulement si, cette grâce présidentielle-là, comme elle a été prise par le chef de l'État, et que ces personnes-là ne répondent pas aux conditions d'exécution de la grâce présidentielle conformément à la loi, ils ne seront pas libérés. Vous voyez, je donne un exemple patent. Mike Moukebaï ne pourra jamais bénéficier de cette grâce présidentielle. Pour avoir fait quoi? Parce que Mike Moukebaï n'est même pas encore condamné. Ah, d'accord. C'est l'une des conditions. Cela veut dire que pour bénéficier de la grâce présidentielle, vous devez être condamné, et dans l'exécution, dans l'ordonnance, on donne les tranches lorsqu'on est en train de communier les peines, de rabaisser les peines, et il y a des tranches de peine. Donc on ne peut pas dire que non, une personne qui n'est pas condamnée, qu'il bénéficie. Non. Il ne peut pas bénéficier. Donc, il doit d'abord être condamné à une peine, soit il ait purgé le 1/3 de sa peine ou autant. Tout cela par rapport à ce que l'ordonnance a détaillé comme condition. Alors, mais la mise en œuvre, le ministre a promis que cela ne prendra pas tout le temps. Il a dit qu'il pense que cela doit se faire. Et puis, comme il a dit, le chef de l'État visait aussi parce qu'on a désengorgé, comme ils l'ont dit aussi, les prisons à travers la République. Mais qu'est-ce que cela demande encore? Est-ce que ça ne sera pas marchandé? Une question un peu globale comme ça, ça ne sera pas marchandé ces différentes libérations comme on l'a décrit hier? C'est ça notre plus grande crainte, et c'est là l'interpellation en fait de la classe politique. Vous savez, en fait,
Au Congo, tout est politisé. Vous voyez? Normalement, au niveau des ministères, les têtes devaient normalement être politiques, oui, mais dans l'exécution, parce que pour l'information du public, cette exécution-là ne se fait pas uniquement par le ministère de la Justice. C'est le parquet qui est censé exécuter les sanctions de cours et tribunaux. C'est au niveau du parquet, au niveau du ministère public, c'est lui qui prépare le dossier et qui soumet au niveau de l'autorité judiciaire qui est le ministre de la Justice, mais lui aussi à son niveau, il a des appréciations. Mais le problème c'est que dans notre pays, même les parquets qui ne doivent pas être politisés, on voit tout, de toutes les couleurs. Donc c'est comme cela que nous interpellons tout celui qui est appelé à assumer des charges par rapport à cette exécution-là, de le faire en âme et conscience, d'avoir de l'éthique, parce que si on commence à marchander, comme on l'a vu, des personnes qui n'étaient même pas dans des critères, vous comprenez, qui n'étaient pas dans des critères, ayant été condamnés pour des infractions qui ne peuvent pas avoir la commutation de peine ou bénéficier de la liberté conditionnelle, mais ces gens-là se sont retrouvés dans l'arrêté du ministre et ils sont libérés. Et vraiment, pour moi, j'étais vraiment déçu et rien n'avait été fait pour réparer cette bavure. Et franchement, je crois que cette fois-ci, le ministre actuel y veillera et que cela ne pourra plus se reproduire. Donc, en un mot, parce qu'on parlait de la santé de la démocratie congolaise, vous ne considérez pas cette démarche, cette initiative chez l'État comme visant le politique et décrisper le climat politique? Non, personnellement, je ne le vois pas parce que si ces politiques-là ne rentrent pas dans les critères, ils ne seront pas libérés. Donc là, on voit Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound, Seth Koukouli. Jean-Marc Abound, jusqu'à-là, a été déjà condamné, oui. Oui, Jean-Marc Abound avait déjà été condamné. Il y a Jean-Marc Abound. Il y a Jean-Marc Abound, il y a Seth Koukouli. Oui. Je crois, bon, les deux grands que je connais, hein, les autres, je ne connais pas vraiment trop. Mais vraiment, Moukébaï, jusque-là, n'a pas été condamné. Et donc au moins que le chef d'État puisse ordonner, il peut cessation des poursuites? Non, jusque-là, vous savez, avec la Constitution, avec la séparation du pouvoir, à ce stade-là, que ce soit le président de la République, que ce soit le gouverneur, que ce soit le ministre de la Justice, il ne peut pas parce que c'est le parquet fixé. Oui, merci beaucoup. C'est le parquet et le cours des tribunaux qui ont le dossier. Donc, le dossier, c'est déjà en examen au niveau du tribunal. Oui, ils sont désolés déjà devant le tribunal et il y avait des requêtes en inconstitutionnalité et tout qui... voilà, merci beaucoup, Maître Cédric Kabeya. Je rappelle qu'il est analyste politique indépendant. Nous le recevons dans le cadre justement de cette émission Parlons Justice. Merci à vous pour cette première partie de l'émission Parlons Justice. On va aborder des sujets un peu comme nous l'avons annoncé. La grande question, peine de mort en RDC. Que dit la loi, M. Cédric Kabeya? D'abord, la peine de mort, qu'en est-il en République démocratique du Congo? Vraiment, merci beaucoup, M. Bonheur, pour cette question. Nous avons un problème dans notre pays, de par l'histoire, la peine de mort existe dans notre pays depuis l'avènement du code pénal, du décret en 1940, du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, dont certains articles avaient été modifiés en 2004. Mais c'est ce décret-là qui fait l'ossature en fait de notre code pénal. Et dans ce décret-là, depuis 1940, la peine de mort à l'article 5, la peine de mort avait été retenue comme l'une des sanctions. Dans la nomenclature de peine, la peine de mort avait été reprise. À l'alinéa premier, la peine de mort existe. La première sanction pénale. La première sanction pénale, la peine de mort, à l'alinéa premier de l'article 5. Et voilà que, après tant d'années,
avec l'avènement de la Constitution de 2006, il y aura une innovation. L'innovation au niveau de la Constitution de 2006 sera à partir de l'article 16 où la Constitution sacralise la vie humaine. Cela veut dire la Constitution nous dit que la vie humaine est sacrée et nul ne peut l'ôter. Bon, quand la Constitution dit elle est sacrée et nul ne peut l'ôter, sans une quelconque exception, ça veut dire que ça met en mal l'application. Ça met en mal, en fait, l'application de la peine de mort. Ça met en mal le code pénal. Ce qui fait que, lorsque nous allons plus loin à l'article 61 de la même Constitution, vous verrez que le Constitution dit que peu importe, quelle que soit une circonstance X ou Y, l'état des sièges, l'état des guerres, tout, il dit toujours qu'il faut préserver la vie humaine. Parce qu'elle est sacrée. Elle est sacrée. Donc cela veut dire qu'il va encore plus loin pour dire que peu importe ce qui peut arriver, ne touchez pas à la vie humaine. Donc, j'aimerais comprendre cet aspect. Ça semble intéressant. Mais quand vous avancez tous ces arguments-là, au regard du débat, parce que le débat il est houlé actuellement, on peut dire que tous ces gens qui en parlent sont ignorants de ces dispositions, parce que Maître Bondo, je l'ai entendu, il a plaidé comme conseil dans le dossier Christian Malanga. Oui. Il a relevé cet aspect, en disant que la vie humaine, elle est sacrée, et que le juge, en condamnant à la peine de mort, était en train de vouloir violer la Constitution. Voilà. Que comprenez-vous cet aspect? On peut dire que le code pénal, notre code pénal, est aujourd'hui en déphasage avec la Constitution. Monsieur Bonheur, c'est pour cela que je voulais un peu aller à l'historique pour permettre aux Congolais de comprendre le couac qu'il y a. Et maintenant, nous irons sur la question des doctrines. Allez-y. Merci beaucoup. C'est comme cela que je dis, nous sommes face à une ancienne loi portant code pénal, une loi, un décret portant code pénal qui institue la peine de mort. Et de l'autre côté, nous arrivons sur la Constitution qui est la loi mère, qui, en son article 16, nous dit le droit à la vie est sacré. L'article 61, il dit en aucun cas. Vous voyez le terme qui est utilisé, en aucun cas. Et même lorsque l'état des sièges ou d'urgence aura été proclamé conformément aux articles, tout ça, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux. Cela veut dire qu'il a pris le droit à la vie, il l'a coulé comme un principe fondamental. Donc ce qui fait que on dit à l'alinéa premier le droit à la vie. Donc même si on est en état de siège, même si on est en état d'urgence, on dit en aucun cas. On ne peut pas toucher à la vie humaine. On ne peut pas toucher, on dit il ne peut être dérogé des droits. Donc on ne peut pas toucher. Ce qui fait que il se pose maintenant un problème entre le décret portant code pénal ainsi que la Constitution. Et vous comprendrez par l'histoire, nous en sommes arrivés là avec la Constitution par rapport aux influences sur le plan international, aux ratifications de lois et textes, des accords et textes internationaux, parce que certains de nos partenaires, entre autres la Cour pénale internationale, l'Union européenne, sont déjà sur la voie de l'abolition de la peine de mort. Total. Maintenant, là, j'ai mis le principe par rapport à l'historique. Donc, il y a un problème qu'il faut régler. Mais maintenant, sur le plan de la faisabilité, les juges qui est assis
qui rend sa décision, il est tenu sur la loi. D'appliquer la loi. D'appliquer la loi. Mais que cette loi-là soit conforme ou non à la Constitution. Parce que c'est un problème qui est devenu réel aujourd'hui, parce que le moratoire est levé. Oh, non, le moratoire, je veux en arriver. On n'a pas de moratoire en République démocratique du Congo. Il y a eu beaucoup d'amalgame sur ça. Mais non, le ministre a... Il n'y a pas que... Je vous dis... Et le ministre Constant Moutamba a même renforcé... Je défie quiconque que ce soit sur un débat. Et nous allons en discuter. Et je veux vous démontrer comment est-ce que ce n'est pas une question de moratoire, mais c'est une question de procédure d'exécution qui fait que la peine de mort ne soit pas exécutée en République démocratique du Congo. C'est que, entendre ce que vous dites, c'est pour nous dire tacitement qu'il est impossible d'exécuter tous ces gens qui sont condamnés à la peine de mort. Oui, parce que c'est prévu par les textes. Ce n'est pas impossible, mais la procédure rend responsable une seule personne. C'est l'État? Le chef de l'État. Parce qu'on l'exécute en son nom. C'est le chef de l'État. Et je vais vous lire l'article 6. Je vais en arriver sur l'article 6. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a un problème entre la loi fondamentale et le code pénal, le décret portant code pénal, et nous devrions prendre position. Parce que je dis, les juges qui est là, qui prend sa décision, les juges, surtout quand on dit les juges selon les matières, les juges pénals, son miroir, c'est les décrets portant code pénal. Donc lui ne va pas se référer à la Constitution. Il ne va pas. Mais il va, quelque part, il y a un juge constitutionnel. Oui, mais ici, quand il veut exécuter, il dit vit la Constitution. Il dit vit la Constitution parce que tout commence par la hiérarchisation. Mais il ne décide pas en fonction de la Constitution parce qu'il y a un juge constitutionnel. C'est ça que l'on doit comprendre. Lui, sa loi mère, c'est le code pénal. Et lorsqu'il lit le code pénal dit pour telle infraction, la sanction c'est la peine de mort. Il fait quoi? Il exécute. Il exécute. C'est comme cela que je veux même dire aujourd'hui. S'il vous plaît, je veux même donner encore un élément. C'est comme cela que vous avez vu les ministres de la Justice dire que nous devrions attribuer la sanction du détournement, la peine de mort. Alors, pourquoi? Parce que les législateurs a dit pour le détournement, la sanction c'est les travaux forcés. C'est-à-dire que ça représente ce qui fait que vous ne pouvez pas condamner quelqu'un à la peine de mort alors que la loi dit travaux forcés. Alors, on peut dire aujourd'hui que l'exécution de la peine de mort en RDC relève de la décision politique. Effectivement. Pour qu'on exécute, il faut que les politiques... Je vais vous lire la loi. La loi portant code... je vais lire rapidement. L'article 6, regardez ce que l'article 6 dit. L'article 6 nous dit, de la peine de mort, les condamnés à mort est exécuté suivant le mode déterminé par le président de la République. C'est pas la pendaison pour les civils. Mais je suis en train de lire le code. Allez-y. Le code s'est limité là. Sans préciser. Mais je vous dis parce que l'article 6 bis parle de travaux forcés et tout ça est de minimum et ainsi de suite, de travaux forcés. L'article 6 nous parle seulement de condamnés à mort qui sont exécutés selon le mode. Est-ce qu'il n'y a pas de loi organique? C'est là que j'arrive. Le mode déterminé par le chef de l'État, c'est une ordonnance qu'il doit prendre. Pour nous préciser comment on doit exécuter la peine de mort. Et le cas pour la République démocratique du Congo,
déjà en son temps, je dois chercher l'ordonnance dont le maréchal avait promulgué. Il y a une procédure. La procédure, c'est quoi? La personne qui est condamnée à mort, d'abord, il faut préciser, les condamnés à mort dont on parle, c'est celui qui est condamné à mort coulé en force de choses jugées. Au dernier degré. Au dernier degré. Parce que nous faisons de l'amalgame et nous arriverons sur l'opération Dobo avec les déclarations que j'entends qui m'effrisent, qui sortent de fois des juristes. Où le ministre a dit par exemple au Koulouna de dire adieu à leurs parents parce que nous avons aller se souter. Alors qu'ils sont condamnés au premier degré. Il y a encore que c'est là le problème. Pourquoi est-ce qu'ils sont condamnés au premier degré et on les embarque pour des prisons de haute sécurité? Oui, non, écoutez, l'administration pénitentiaire et la sanction, c'est deux choses différentes. Bien entendu, mais ils doivent, s'ils ont émis par exemple le vœu d'interjeter appel. Oui, mais il interjette appel en étant en prison. Mais là-bas? Oui. Il y a une juridiction, ça sera fort. Le ministre, l'avocat, interjeter appel, il peut le faire sur place. Il peut le faire par mandat avec son avocat. Vous comprenez? Cela n'est pas un problème. Exige, notamment en ce qui concerne la peine de mort, bon, les infractions sont punies à la peine de mort, la comparaison personnelle. Effectivement. Mais le ministre de la Justice, l'État qui est chargé de l'administration de la justice, il prend toutes les dispositions nécessaires. Il doit prendre les dispositions, c'est à lui. Même de dire, amener, comment on l'appelle, faire une chambre foraine à Angenga, il fait une chambre foraine à Angenga, il déplace les juges congolais vers Angenga, c'est à lui. Comme il constate que les personnes sont dangereuses et qu'il faut une prison de haute sécurité, c'est lui. Mais lorsqu'il sera question de les juger, il doit être conséquent. Faire une chambre foraine à Angenga. D'accord. Mais allons-y maintenant, maître Cédric, techniquement parlant. Vous avez là démontré tout à l'heure qu'au Congo, et au regard de la loi, vous l'avez cité, la Constitution, soit l'article 61 et l'article 16, qu'on ne peut pas, parce que la Constitution sacralise la vie humaine, exécuter ces gens aujourd'hui, comme pour dire que la condition préalable à la mise en œuvre de la peine de mort en RDC ou de l'exécution de la peine de mort, ce n'est pas la levée de moratoire, comme vous l'avez dit, quelque part, vous allez y revenir, je préfère que vous puissiez en parler. Ce n'est pas le moratoire, mais c'est plutôt la révision ou la modification préalable de la Constitution. Peut-on dire oui? Non, je vais un peu nuancer. Je dis ceci. Le premier point que j'ai soulevé, c'était de montrer le problème textuel que nous avons entre la Constitution et le décret portant code pénal. On doit harmoniser. Parce que ça doit être conforme à la Constitution. Il faut que tout soit conforme, comme on dit, parle le même langage. D'accord. Vous comprenez? Lorsque la Constitution dit ceci, parce que je vous dis, si moi, par exemple, je vous dis en tant que juriste, tout celui qui est condamné à mort peut attaquer cette décision en inconstitutionnalité. Et le juge constitutionnel traitera de cela en fonction de la Constitution. Donc là, c'est encore des ouvertures. La loi suprême. Là, c'est des ouvertures encore. Pour démontrer que la procédure pour en arriver à l'exécution, elle est longue. Donc, j'étais en train de dire, il y a ces problèmes textuels que nous devrions nous mettre et régler. Soit toucher à la Constitution, ou soit toucher au décret portant code pénal pour les harmoniser. Alors, maître Cédric, pour ne pas vous interrompre, quand vous dites qu'il faut réviser, qu'il faut changer, qu'il faut conformiser les codes pénals à la Constitution, est-ce que c'est comme pour dire que pour ceux qui sont condamnés actuellement, cette révision ne va pas les concerner parce que la loi, elle est faite pour l'avenir. Ceux qui sont condamnés aujourd'hui, si on n'arrive pas à l'exécuter, faute des lois, ça va se passer comment?
En fait, je crois que cette question-là, elle sera beaucoup plus technique. Je vais la répondre un peu d'une manière courte. C'est que, aujourd'hui, comme je vous ai dit, les juges pénals est tenu sur le code pénal. Normalement. Normalement. Il va sanctionner en fonction du code pénal parce que la Constitution n'a pas donné des précisions sur les sanctions, les peines et tout ça. C'est le code pénal. Il va le faire. Vous comprenez? Si aujourd'hui, on arrive à modifier la Constitution, tant que ces gens-là n'ont pas attaqué leur décision en inconstitutionnalité, ils sont en attente d'exécution. Ils sont en attente d'exécution. C'est comme cela que je suis en train de dire il y a ces problèmes-là que nous devrions nous mettre et pouvoir régler. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait est que aujourd'hui, il y a cette question d'exécution maintenant. Pour arriver à l'exécution, il y a des étapes. Ce n'est pas comme on est en train de crier à gauche et à droite. Non. Premièrement, la première condition, il faut vider toutes les voies de recours. Cela veut dire que pour qu'on arrive à exécuter quelqu'un pour une peine de mort, il faut vider toutes les voies de recours. Cela veut dire, on l'a condamné au premier degré, on l'a condamné au second degré, il est même allé en cassation. Parce qu'en matière pénale, la cassation, le pouvoir en cassation suspend l'exécution de la peine. Le simple fait d'avoir introduit une requête. Une requête à la cour de cassation, ça suspend l'exécution. C'est différent en matière civile. D'une décision judiciaire. D'une décision judiciaire. Cela veut dire qu'un condamné qui est condamné au premier degré, il interjette appel au second degré. Si au second degré, il n'est pas satisfait, il a le droit d'aller en cassation. Au moins que ça soit des condamnés au premier, au dernier degré au même moment. Au dernier degré au même moment, et là, il y a encore des procédures. Et même, je vous dis, si cette personne-là est même condamnée en cassation, cette personne-là peut aller même pour attaquer cette décision en inconstitutionnalité. Et c'est là la Cour constitutionnelle encore qui répond le dossier pour traiter. Et cela suspend encore l'exécution. Mais vous parlez des voies de recours. Quand vous quittez le tribunal, oui, vous arrivez à la cour d'appel, oui, vous allez saisir la cour de cassation. Oui. Mais vous épuisez vos voies de recours. Est-ce qu'on peut... Il y a des voies de recours ordinaires et des voies de recours spéciales. Ah d'accord. Là, c'est maintenant vous faites allusion au-delà de toutes les au-delà de voies de recours ordinaires, il y a des voies de recours spéciales. Est-ce qu'il y a possibilité de saisir le chef de l'État aussi? Là, je ne suis même pas encore arrivé là. C'est là que je dis, on commence d'abord sur la procédure judiciaire. Avec toutes les voies de recours ordinaires ou spéciales qui ont un impact sur l'exécution. Dès que l'on termine, cela veut dire que la personne, il n'y a plus d'autres voies de recours. Vous comprenez? Même alors, conformément au texte en République démocratique du Congo, il a encore une voie de recours spéciale. C'est la demande de la grâce auprès du chef de l'État. Et c'est là où le problème bloque. Mais quand il introduit, c'est celle l'accusé de réception à la présidence suffit pour... Voilà. On attend la réponse du président. Merci beaucoup, M. Bolin-Ndinga. Vous comprenez que lorsque l'article 6 nous dit que les voies de recours sont déterminées par le chef de l'État, cela veut dire que c'est lui qui est au-dessus. Cette personne-là qui a vidé toutes les voies de recours, qui maintenant doit être exécutée, les textes nous disent que cette personne a la possibilité de faire recours au chef de l'État pour demander une grâce. Et il n'y a aucun délai, parce que si... Lorsque cette personne saisit le chef de l'État, ça suspend l'exécution. Jusqu'à ce que le chef de l'État répondra à son recours. Mais est-ce qu'il n'y a pas un délai légal? Il n'y a pas de délai légal. On dit, vous saisissez le chef de l'État et le chef de l'État vous répond. Et s'il ne répond pas... S'il ne répond pas, la personne reste comme ça, on ne l'exécute pas.
C'est compliqué. Mais c'est compliqué. Mais non, là maintenant, ça met le parquet en difficulté. C'est comme cela que je vous ai dit, depuis qu'on est dans ce pays, le chef de l'État n'a jamais pris une décision d'exécution. Peut-être que... Depuis Kabila, le père Tshisekedi aujourd'hui, aucun chef de l'État... que vous en parlez, oui. Parce que est-ce que ce n'était pas dit au fait que le Congo était sous moratoire? J'aimerais que nous revenions sur cet aspect. Non! Parce que tout le monde sait que c'est récemment... Mais j'ai toujours posé la question. D'où vient le moratoire? D'où vient le moratoire? Le moratoire n'a jamais été existé. Où est le texte? Parce que il doit y avoir un soubassement, non? On lève quelque chose qui existait déjà, mon frère. Mais c'est juste bien entendu, c'est... Où est le mot? 2004, selon la déclaration faite par la ministre... Le soubassement de ce moratoire-là était quoi? Qui avait pris ce moratoire? Et dans quelles circonstances? Et quel est le soubassement? En droit administratif, il y a le principe sacro-saint de parallélisme de forme. Et l'acte contraire. Et l'acte contraire. Parallélisme de forme et de compétence d'abord. Et puis il y a la théorie de l'acte contraire. Comme corollaire. Vous comprenez? Donc cela veut dire qu'on doit nous amener. Et moi je vous dis historiquement... Est-ce que vous n'avez pas suivi Madame Rose Mutomba? Je vous dis historiquement... Moi je ne parle pas des hommes, moi je parle des textes. Mais c'est bon. Mais quand on a fait cette déclaration, pourquoi vous n'avez pas réagi? Souffrez que moi je parle des textes. Et que je parle des textes et non pas des hommes. L'histoire du moratoire vous en avez quand même. est une histoire de fait. Ce n'est pas quelque chose d'institutionnel, non. Parce que je veux même vous ramener, lorsque nous avons ratifié on nous dit que c'était en 2004. Hein? 2004. Le traité de Rome, je crois, si je ne m'abuse, nous l'avons ratifié en 2010, 8 ou 10, je crois. Le traité de Rome. Si je ne m'abuse. Je dois encore chercher. Lorsque nous avions ratifié le traité de Rome, c'est là que dans le traité de Rome, il était dit que tous les pays membres de la Cour pénale du statut de Rome ne doivent pas utiliser la peine de mort. Donc la dernière peine, c'est soit la peine à perpétuité, soit 30 ans. Et c'est là que le débat a commencé. Les débats, ont commencé, ont surgi pour nous dire que non. Mais comment est-ce que l'on va, exécuter les gens alors que nous avons ratifié le traité de Rome? Donc, le principe dont les traités et accords internationaux ont suprématie sur les lois nationales, on ne peut pas exécuter. Ça, ce sont les institutions de droits de l'homme, certains docteurs et autres qui évoquaient cela. En fait, c'était en avril 2022. 2002, voilà. En avril 2002. C'était quelque chose de fait. En avril 2002. Et en mars 2004, la CPI a renvoyé la situation, justement, c'était... La ratification du statut de Rome en RDC, c'est en avril 2002. Voilà, en 2002. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça la question. Et c'est comme cela que, moi je le dis, c'est une question de fait. Donc il n'y a aucun rapport, parce que ça semble être comme un nouveau vent, depuis que le ministre l'a annoncé. Non seulement on a parlé de Koulouna, parce que vous devez commenter ça avant de chiter et faire les résumés à Lingala. On a parlé de Koulouna, on a parlé de faits récemment avec le tentative de coup d'État raté de Christian Malanga et sa bande. On a dit que c'était tombé un peu nommé parce qu'ils allaient être, c'est ce que tout le monde avait dit, les premières personnes à être exécutées. Parce que depuis le mois de mars, que Mme Rose Mutombo a annoncé le lever de moratoire. Je vous dis vraiment, vous pensez que c'était un rêve? Cette exécution-là, c'est beau de parler, de relater cette exécution-là, mais conformément au texte et à la procédure, ce n'est pas la porte d'à côté.
Je mets quiconque juriste à défi d'être là devant moi et de m'expliquer par quel mécanisme, dans un laps de temps, on peut arriver à exécuter un condamné qui n'a pas encore même vidé toutes les voies de recours. Comment? Par quel mécanisme? Donc arrêtons. Moi, des fois, je me dis, quand on mélange le populisme ou la politique avec le droit, des fois, ça amène à ça. Mais restons pragmatiques, disons les choses comme elles sont, ne vendons pas la poudre aux yeux à la population, disons à la population la réalité, que voilà les procédures à mener. C'est comme un avocat qui vient, qui dit à un justiciable que oui, maître, maintenant j'ai saisi le tribunal, j'aurai le jugement dans combien de temps? Non, donnez-moi 3 mois, vous aurez votre jugement. C'est absurde. Alors, la place de l'opération Dobo, opération Zéro Kuluna, parce qu'on doit acheter, vous en avez entendu parler? Effectivement. J'en ai entendu parler, je salue le VPM Jacquemin. Nous avons connu une situation pareille, mais il y avait un peu beaucoup de couac avec le général Kanyama. L'opération... Il y a eu des exécutions sommaires. Oui, l'opération que nous avons aussi aimée, l'ICOFI, mais il y a eu des exécutions sommaires que nous avons déplorées. Mais quand même, cette fois-ci, on arrête, on juge et on essaye un peu de suivre la procédure et de respecter... Les formalités, selon vous? Et de respecter le droit. Quand on essaye un peu de suivre, ça veut dire qu'on ne suit pas vraiment. Oui, en fait, le problème, c'est quoi? Parce qu'il y a, comme vous l'avez dit, des fois, la politique n'a pas, le pouvoir judiciaire n'a pas les moyens de sa politique. Aussi l'indépendance? Non, pas l'indépendance, mais quand je dis moyens de la politique, je parle des enquêtes. Le ministre se pointe partout? Je parle des enquêtes. Ah oui, de rater des enquêtes. De rater des enquêtes. Beaucoup de jugements sont bâclés. Vous comprenez? Des fois, quand vous êtes avocat ou vous êtes là en train de suivre, vous voyez comment est-ce que le ministère public des fois a du mal. On n'a même pas une base de données. On n'a pas des éléments. Maître Clément Gondé qui devait être avec nous, malheureusement, il est dans une urgence où on ne sait pas définir les profits du criminel. On bâcle en fait. Une base de données. C'est ça que je dis, on essaie. Il est prouvé que c'est tel ou tel autre diabétique, mais on ne sait pas le confronter. On ne sait pas apporter la preuve. C'est compliqué. On ne sait pas apporter la preuve, c'est compliqué. Il y a une crainte là à ce niveau de voir, parce que la peine de mort, on ne peut pas y revenir. Est-ce qu'il y a une crainte, à vous entendre, au regard des ratés, de voir des innocents être exécutés? Oui, cela ne manque pas. Cela ne manque pas même dans tous les États. Il y a toujours des ratés. Mais nous saluons cette pression faite sur ces malfrats, sur ces délinquants. Il faut cette pression-là. Il faut accentuer, donner à la police les moyens encore de les traquer beaucoup plus pour arriver un peu à dissuader tous ces malfrats-là. Et je pense, à mon humble avis, personnellement, moi je suis de ceux qui sont des rétentionnistes de la peine de mort. Parce qu'il y a la tendance d'abolitionnisme et de rétentionnisme. Moi personnellement, et j'ai même fait un travail vers mes dernières années d'études sur l'impact de l'abolition de la peine de mort. Et la RDC n'est pas encore en mesure d'y arriver. Donc aujourd'hui, on ne peut pas abolir. Pour moi, on doit réviser la Constitution, on doit laisser tomber leurs histoires de la CPI parce que ça ne nous a rien apporté. Jusque-là aussi, il y a un obstacle sur le plan international. C'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est le traité de Rome. Mais on a ratifié, on peut se rétracter. Qu'est-ce que la CPI, qu'est-ce que le traité de Rome nous ramène? Avant de se retirer du traité de Rome, on ne peut pas penser une seule fois voir quelqu'un être fusillé ou... C'est difficile parce que si cette personne-là va en inconstitutionnalité, même les instances internationales, ça sera compliqué. On a fini. J'aimerais que vous puissiez faire les résumés en lingala. Vraiment, résumé... Comme il a soukapo na mametolbe ilelo, to évoquer, bien entendu, santé à la démocratie, de la kaka. Mais mingi penza to beti solo, il y a peine de mort. Vous voyez que makambo yeze ko likabakuluna
zéro kuluna, zéro opération zéro kuluna, nandobo. Bimisi makambo ya peine de mort tout bayebi ke bako ko mabandeko bake na bango kuna nginga mettre Sidiki alobi ya leo na Congo regard ya bibeko na biso tuko sala yango te na beaucoup se mettre bandeko balandi basimba nini poto comme na suka bandeko basimba ete tozali ko kumisa opération Ndobo tozali ko pesa matondi na bakonti ba continuer ba pesa police ba moyen a kende vraiment tina suka na ba fin fond bisika ba kuluna wana babata maka bazwa bango basambisa bango et ba condamner bango mais kasi eloko tolingi nde koyebisa bana mboka ezali ete ba moi espoir ba kosa biso te to ba mema biso na libungi te tango biso nyonso tozali kosepela ke tango basambisi mutu kaka lelo basilisi nonga ke kuna bake koboma ye te bake koboma ye te parce que problème eza ke lobi soki moto wana abimi moto akanisaki ke bake koboma ya komi dessus te procédure ezali esengeli nano basilisa kosambisa ye oyo babengaka voie de recours ye mpe soki asepeli te na décision wana akokende pa zuzi oyo ya likolo asengi ye atala likambo wana soki zuzi ya likolo asambisi mosusu lisusu babengi na cassation azali akosambisa ata soki asilisi akoki mpe kozwa likambo wana ake na cour constitutionnelle akei mpe kosenga lisusu ke lisambisi wana pene wana eza na mobeko te e akoki na suka sikoyo ndenge mobeko ya code pénal elobi po ete baboma moto il faut président de la république a autorisé cela veut dire que soki moto aza na droit moto nyonso bakondane balingi ba exécuter ye asengeli kosenga oyo babengaka mesure de grâce présidentielle asengi mokonzi ya mboka soki akoki kolimbisa ye baboma ye te et mobeko elobi ke soki akomeli tata mokonzi ya ekolo eke tata mokonzi ya ekolo arépondre te abakoboma ye te ti mokolo tata mokonzi ya ekolo akorépondre et puis etalisami ete banda to banda na bato oyo bakondana bango na suka na peine de mort basala ba grâce tata mokonzi ya ekolo moko te aréponda positivement po eza mpe likambo moko ya moral ozomona donc yango wana tolobi bana ya mboka tosepela na eloko ezali kosalema mais bapesa biso ba fausses espoir te ndenge balobaka na lopoto ya makambo ekende mbangu te ezalaka na procédure makambo ya kosambisa bato ezalaka kaka molai donc esengeli tozala na patience na biso. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi cette émission. Elle était pédagogique. Je pense qu'on va y revenir prochainement. On va produire des numéros comme ça. C'est pour votre bien, c'est pour le bien de tous s'instruire. Vous avez tout à l'heure là suivi Maître Cédric faire le résumé en disant que balobaki kebaki koboma bango ne peut pas même la biso après mususu ya mi o mi beko lobi parce que mutusu basambisi mbala moko principe à double degré à juridiction peut que éventuellement la cassation to pe ya moto to ke liboso azuzi ya likolo eza bongo respecté te ce que abomi mbala moko Maître Cédric alobi na mécanisme oyo il faut les canadiens à mokambi ekolo pe apesa na zo mokano o babengi ordonnance pour na kolaksa ndenge ni bakoboma bato wana ceux qui ba condamner bango. On se retrouve prochainement, ça sera peut-être une émission débat parce qu'il y a des faits quiconque ou a dit que moratoire ezala ki na mboka na biso balongoli ala aksabiso moratoire ngo ezoma ki na nani autorité na zwa ki yango pe autorité na longoli yango ezali conforme na mibeko conforme na principe il y a parallélisme à forme et à compétence. Allez, on se retrouve prochainement pour un autre numéro. Mais c'est DKBA avec plaisir de vous recevoir prochainement. Merci beaucoup. Pour un débat, ça sera un débat, ça profite à tous et je pense que ça édifie aussi à tous, c'est l'essence de cette émission. Merci à Marité Godot, Moron Djambé, Bruno Zinga, merci à Christian Banjolo, Onésime Singane Junior Kassanda qui ont concouru à la réussite de cette émission. Nous vous retrouvons prochainement sur cette émission quand vous voulez. C'est Steve Ralik officiel, votre chaîne YouTube, mais aussi Ralik Web, votre chaîne en ligne. Allez, on se retrouve prochainement.